Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Carillon, qui est Chief People Officer chez ING pour la Belgique et le Luxembourg. ING, c'est une des 4 banques universelles en Belgique, qui était anciennement la BBL, et compte plus de 150 années d'existence. Le monde bancaire est un secteur en pleine transformation digitale puisque les gens qui allaient aux agences ont maintenant l'habitude de faire des transactions bancaires via leur app chez eux dans leur salon. ING occupe 5500 employés en Belgique et 1000 au Luxembourg. Isabelle dispose d'une vaste expérience dans les ressources humaines, expérience qu'elle a acquise en Belgique et aux États-Unis auprès de sociétés renommées telles que UCB dans le pharma, Orange dans les télécoms et ING dans les services financiers. Son parcours est émaillé d'importantes transformations qu'elle a accompagnées dans ces secteurs de pointe. Humilité, intégrité et courage sont des qualités qu'elle possède incontestablement. Avec Isabelle, nous parlerons de vitalité et santé au travail, de transformation d'entreprise, de la distinction qu'elle opère entre les rôles de coach, de mentor et de sponsor. Nous parlerons aussi de la Silver Grey Economy et de l'emploi des seniors, du courage managérial, d'intégrité et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires Transurge et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Isabelle Carillon, je suis People Officer de ING Belgique et Luxembourg. Quel a été ton parcours professionnel, Isabelle ? Un peu un parcours atypique pour quelqu'un qui finit en ressources humaines parce que j'ai commencé ma carrière plutôt dans un rôle financier. Ensuite, j'ai bougé vers un rôle plutôt commercial et j'ai mis un peu de temps à me trouver en ressources humaines et je suis vraiment très heureuse d'être dans ce beau métier. Mais donc, j'ai travaillé au début, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire dans ma carrière et c'est un peu par le campus recruitment aux universités que je me suis lancée auprès d'un Big Four. Dans l'audit financier, j'ai fait 3 saisons d'audit et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'avoir la tête dans les chiffres à longueur de journée n'était pas ma tasse de thé. Et donc, j'ai un peu regardé et puis finalement, j'ai vu une annonce d'un chasseur de tête qui recherchait un consultant avec un profil, une expérience en finance. Et c'est comme ça que j'ai changé, j'ai réorienté ma carrière à ce moment-là, dans un rôle plutôt commercial, puisqu'il y avait pas mal de prospection, il faut placer ses candidats. Mais ça a quand même... j'ai commencé à faire des entretiens d'embauche de candidats, et c'est là que la graine a été semée, et c'est les ressources humaines qui finalement m'ont attirée donc j'ai eu vraiment 3 chapitres dans ma carrière. Quelles ont été les grandes étapes dans tes fonctions RH ? Les grandes étapes, j'ai envie de dire, un moment de bascule importante, c'était, je travaillais chez UCB et je m'occupais des expatriés. Et à l'époque, on allait accueillir un nouveau CEO, Roch d'Oliveux, Oui, bien connu. qui est un capitaine d'industrie que j'admire et qui venait des États-Unis. C'est un Français qui venait des États-Unis. Et je me rappelle que le DRH du UCB à l'époque m'avait dit, bon, pour ce dossier-là, on ne va pas demander à une société de relocation de trouver effectivement un logement et installer sa famille. Je voudrais que tu t'en occupes personnellement. Donc, il a eu droit à un traitement un peu VIP. Et donc, j'ai eu, par le hasard des choses, des moments privilégiés où je me retrouvais effectivement dans la voiture avec lui pour essayer d'installer sa famille. Et c'est là qu'il y a une confiance et une complicité qui s'est installée parce qu'évidemment, il me posait des questions. Qu'est-ce qui fonctionne bien chez UCB? Qu'est-ce que tu trouves qu'on devrait améliorer? Et donc, un peu avec mon authenticité, j'ai répondu à ces questions et je me suis rendu compte qu'il y a une confiance qui s'est installée, réciproque. Et quand il faisait ses premiers discours, il venait vers moi en me demandant est-ce que tu peux me donner du feedback? Qu'est-ce que tu as pensé de mon discours? Et donc, sans le savoir, sans se rendre compte de ce qui m'arrivait, j'ai eu l'occasion d'avoir un sponsor qui a été essentiel dans ma carrière. Et quand il y a eu des propositions d'opportunités de promotion, comme par exemple le fait de m'envoyer aux États-Unis, c'est vrai qu'en général, c'est un CEO
ou un CFO qu'on envoie à l'autre bout du monde. Et là, j'ai eu l'occasion en tant que professionnel RH d'être envoyé pendant 3 ans aux États-Unis. Et c'est grâce au fait qu'il a soutenu, je dirais, il a cru dans mon potentiel et il a soutenu les propositions de promotion qui étaient validées au niveau du comité exécutif et que ça a été un moment de bascule. Si je n'avais pas été aux États-Unis, je crois que je ne serais jamais devenue DRH d'ING aujourd'hui parce que c'est vrai que ça m'a vraiment préparé à assumer un rôle important dans une grande entreprise, quoi. Chouette. Et donc après UCB, donc tu as eu plusieurs rôles chez UCB. Après UCB, tu as changé de secteur. Oui, tout à fait. Donc, au moment où je suis revenue en Belgique, j'ai rapidement reçu, évidemment, on met à jour son profil LinkedIn, j'ai reçu plusieurs appels de chasseurs de tête qui avaient vu, ah bah tiens, t'es de retour en Belgique, est-ce qu'on pourrait pas se revoir? Et via le réseau, il y en a un qui m'a contacté en me disant, tiens, il y a Mobistar qui cherche un DRH. Et c'est vrai que c'était pour moi une opportunité de faire un step-up, puisque chez UCB, j'étais un N-1. Et donc là, j'allais pouvoir prendre le rôle de DRH, faisant partie d'un comité exécutif dans une entreprise listée avec une gouvernance, comité de nomination et de rémunération. Donc c'était une expérience nouvelle pour moi. Et j'ai eu l'occasion de rejoindre Mobistar et j'ai accompagné la transformation en Orange. Et donc voilà, il y a eu tout un rebranding et j'en ai profité pour rebrander la culture d'entreprise, échanger, digitaliser. Donc on a profité de faire plein de choses. Et donc après 6 ans, j'ai eu l'occasion de rejoindre un autre groupe Orange, ING. Donc je reste dans la même couleur et avec effectivement d'autres transformations et d'autres challenges, puisque effectivement la situation chez ING était compliquée. Et il fallait effectivement travailler sur un réengagement des collaborateurs, s'assurer qu'on puisse revenir dans une profitabilité, parce que ce n'était plus le cas. Et donc voilà, j'ai accompagné ces grands changements également ici. Chouette. On va évidemment en parler au cours de ce podcast. Donc 3 secteurs assez distincts, le pharma, les télécoms, et puis après la banque. C'est vraiment une expérience très riche. Il y a des grandes différences comme ça quand on change de secteur? Il y a énormément de différences. Bon, la seule chose que je vois, le fil rouge, ou deux fils rouges, c'est que c'est des secteurs réglementés. Dans le pharma, si on ne suit pas une certaine réglementation, on peut tuer des gens. Oui. Dans les telcos, il y avait toute la réglementation autour des ondes de transmission, hein, téléphonique. Et ici, on est réglementé parce qu'il y a un risque de fraude. Et donc, on connaît évidemment, malheureusement, des années difficiles dans les banques. Et donc, ça, c'est quelque chose qui reste constant, la gestion du risque. Et l'autre constante, c'est que la gestion humaine et les challenges humains sont fort similaires. Ah bon. Après, ce que j'apprends, c'est comment d'autres industries fonctionnent. C'est très, très différent au niveau des produits, des services qui sont offerts. Mais je dirais réglementation et comment bien gérer ça et la gestion humaine, les challenges humains restent fort similaires. Oui. Tu as parlé de Roch Doliveux, donc qui a été un des emblématiques CEO du CB. Tu as dit qu'il a été ton sponsor. Est-ce que tu as eu des mentors aussi dans ta carrière? Oui, je pense que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont cru en moi avant que je puisse avoir confiance en moi. Et qui m'ont stretché, m'ont challengé, parce que Roch m'a beaucoup challengé aussi à côté de me sponsoriser. Et je pense que c'est important d'avoir les 3 choses, des mentors, des sponsors et des coachs. Et moi, j'ai eu l'opportunité que voilà, j'ai pu profiter de ces 3 rôles clés dans les entreprises. Certainement au moment où j'ai changé de rôle, avoir un coach pour avoir un bon sounding board, comment gérer ces difficultés, ces transformations, c'est important parce qu'on se sent parfois seul quand on monte dans la pyramide. Donc, avoir effectivement un coach est important. Le mentorat, évidemment, dans les deux sens. Il y a le mentorat et puis le reverse mentoring, donc les nouvelles générations. Donc, moi, j'aime les deux. Et puis, évidemment, les sponsors. Le plus grand mentor que moi j'ai pu avoir, c'est pas toujours dans le cercle professionnel, ça peut être également
amicale et ou familiale. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un père qui a eu que deux filles, mais qui nous a soutenus toutes les deux depuis notre jeune âge, à nous encourager à faire des études. Il avait une patience incroyable. Quand à la veille de mes examens, j'étais en panique et je ne comprenais pas quelque chose. Bon ingénieur, il restait calme, structuré, il prenait du temps pour revoir des choses avec moi. C'était un pilier dans ma vie et quelqu'un avec qui je me sentais en sécurité. Donc c'est tant au niveau professionnel qu'au niveau familial que c'est important d'être bien entouré. Et c'est important, en tant que femme aussi, j'ai envie de dire, je donne toujours le conseil aux jeunes, choisissez bien votre partenaire de vie. Parce que si je n'avais pas un partenaire de vie que j'ai rencontré à l'UNIF et avec qui je me suis mariée et on est encore ensemble, ben, j'aurais pas pu, par exemple, accepter de partir aux États-Unis avec la famille. Donc souvent c'est l'homme qui part, les femmes moins. Et donc il a remis sa démission, il m'a suivi. Le happy end, c'est que quand on est revenu, son ancien employeur l'a repris. Donc finalement, ça a été une parenthèse intéressante aussi pour nous en tant que couple. Mais donc voilà. Ces mentors, aussi dans la famille, sont importants pour nous soutenir dans nos carrières qui sont parfois compliquées. Oui, tout à fait. Tu as fait une différence entre coach, sponsor et mentor. Tu peux expliquer? Ben, le coach est là pour poser des questions et nous faire venir avec des perspectives différentes à une problématique. Et en nous questionnant, il nous fait trouver d'autres pistes et d'autres solutions nous-mêmes. Un mentor va plutôt partager son point de vue, son expérience, nous donner des conseils. Donc c'est différent. Et alors un sponsor, c'est quelqu'un qui va être notre ambassadeur dans des boardrooms ou dans des salles de réunion où on est absent et il va parler en nous en étant notre marketeur, un peu en faisant nos éloges et en nous soutenant auprès d'autres. Donc ça, c'est vraiment trois rôles très différents. Un beau conseil de carrière de bien penser à avoir les trois rôles, quoi, Absolument, absolument. Ah, oui. Et alors, ton expérience aux États-Unis, qu'est-ce qui a été difficile là-dedans? Qu'est-ce qui a été chouette? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, la façon dont on me l'avait présenté à l'époque, c'était, ben, écoute, ce serait bien que tu... voilà, j'avais des rôles internationaux, mais toujours avec des voyages d'affaires. Donc, tu arrives, tu restes là 2 ou 3 jours, puis tu repars. Et là, on m'avait dit, ben, pour ta carrière, ce serait bien que tu ailles vivre à l'étranger et vivre avec les conséquences de tes décisions. Et donc, on me l'avait présenté comme une opportunité de développement, mais quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis bien rendu compte que j'avais un mandat très différent et que c'était un challenge. Et évidemment, pour les Américains, de voir débarquer une DRH du siège, ben, c'est la nouvelle shérif en ville, quoi. Hein. Donc, ils m'ont pas accueilli à bras ouverts dans un premier temps. Et donc, ben, comme je l'ai fait dans d'autres circonstances, c'est plutôt donner avant de demander. Et donc, d'essayer d'aider, de résoudre des choses. Et puis, je me suis vite rendu compte qu'en fait, le directeur, enfin, ce qu'on appelle le US President, au niveau de l'entreprise, hein, soyons clairs, avait perdu la confiance du groupe. Et donc, on m'envoyait pour faire un changement de CEO là-bas, en fait. Et donc, j'ai accompagné effectivement le départ du CEO après 7 mois aux États-Unis. J'ai dû onboarder à nouveau, changer le comité exécutif et remettre un peu les États-Unis sur les rails parce que pour UCB, les États-Unis représentaient la moitié du chiffre d'affaires. Donc, c'était la plus grosse filiale en dehors de la Belgique où on a notre siège central. Et donc, c'était un vrai challenge. Voilà. Comment on gère une transition de CEO? Ben, en le choisissant bien. C'est comme le mari, alors. C'est la même chose que le partenaire. Oui, voilà, je pense qu'il faut... Ben, ce sont des rôles à responsabilité, de confiance, et donc avoir quelqu'un qui nous dit, ben, donne-moi le chiffre d'affaires que tu veux and stay out of my business, donc laisse-moi tranquille. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc on doit avoir une collaboration et quelqu'un qui puisse peut-être avoir travaillé dans les deux mondes, au niveau du siège et au niveau d'une filiale, pour comprendre l'importance des ponts et des relations. Donc pour moi, ça a été pas seulement le CV,
mais également le how, le comment on engage les équipes, la collaboration, les valeurs, euh, la transparence, c'est important. Donc, voilà, je pense que c'est surtout le côté interpersonnel qui joue. Il faut du leadership avec du charisme, des gens qui rentrent dans une pièce et qui marquent les esprits, qui fédèrent, qui ont un courage managérial. Je crois que c'est un critère très important parce que c'est facile d'être voilà, un leader quand tout va bien, mais c'est au moment où il y a des difficultés ou des crises ou des transformations à porter que là, c'est important d'avoir effectivement le courage managérial tout en restant humble. Parce que ça aussi, parfois, les gens veulent des rôles de leadership. C'est, hein, on a les petites étoiles, mais c'est pas ça. C'est vraiment une responsabilité qu'il faut porter. Et donc, ça vient avec effectivement un courage managérial et rester humble aussi. Je pense que c'est C'est ça. important. Je pense que c'est Warren Buffett qui a dit, c'est quand la mer baisse qu'on voit ceux qui n'ont pas de maillot. Oui, Euh, tout à fait. euh, Absolument. et alors, l'aspect culturel, donc aux États-Unis, comment ça s'est passé pour toi, l'intégration dans cette culture ou le travail dans une culture quand même très différente de la culture européenne? Tout à fait. C'est vrai que j'ai travaillé tant pour un monde français, hein, puisque quelque part chez UCB et le CEO et le DRH, ça fait des années qu'ils sont français. Ah Euh, oui, et donc aller dans un monde anglo-saxon était quelque chose de très différent. Et donc voilà, il faut, heureusement, il y a des formations qui nous préparent à ça. On fait des erreurs, des maladresses au début, mais très vite, si on est à l'écoute des autres, ben, on comprend les codes, les non-dits, et on peut effectivement mieux naviguer les changements. Et je dirais, les États-Unis m'ont préparé aux changements que j'ai décidé de faire en rejoignant ING, puisque le siège est à Amsterdam et c'est également plutôt une culture anglo-saxonne où ben voilà, il y a des grandes exigences de performance, un peu une impatience, il faut délivrer, il faut de la qualité tout de suite. C'est des gens qui sont des commerciaux, qui sont rapides d'esprit. Et donc voilà, c'est une autre... et les Français, c'est plutôt le relationnel, le réseau, qui on connaît, qui sait quoi. Donc c'est très différent, mais bon voilà, c'est intéressant de pouvoir évoluer dans son métier et d'être en contact avec, quelque part, il faut être ouvert à la diversité et c'est essentiel dans notre métier et d'avoir des talents qui viennent de partout et donc de pouvoir s'adapter à différentes cultures et différents codes. alors avec toute cette expérience vaste, large et profonde que tu as, qui s'est inscrite en plus qui s'est inscrite dans la durée, qu'est-ce que tu as développé comme type de conviction par rapport au RH et au leadership? Ah, des convictions. Moi, je dis toujours que quelque part, d'un point de vue leadership, hein, comme je l'ai dit, moi je n'aime pas parler de ressources humaines, mais plutôt de relations humaines, parce que j'aime pas le mot de ressources, comme si on disposait de ressources. Les relations humaines, c'est important, et alors je trouve que c'est une responsabilité humaine. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, je pense que ça, c'est vraiment important. L'autre chose importante pour moi, je dis toujours, Isabelle commence avec un I, et intégrité également. Et je pense que c'est important de pouvoir se regarder dans le miroir parce qu'on doit prendre des décisions parfois qui ne seront pas populaires ou appréciées. Et on doit prendre l'intérêt collectif au-delà d'un intérêt individuel et avoir cette intégrité de se dire si je me regarde dans le miroir, est-ce que c'est la bonne décision pour l'intérêt général et faire les choses correctes, surtout et même quand les gens ne regardent pas, parce que tout peut se savoir et se voir tôt ou tard, et les gens parlent. Et donc pour moi, c'est important d'avoir cette ligne d'intégrité et d'avoir ces valeurs fortes que je porte dans l'entreprise, dans les bons et les moins bons moments, et les moments plus difficiles. Donc pour moi, ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Il y a une petite phrase qui dit 1% de mensonge dilue 99% de vérité. Donc effectivement, Absolument. on n'a pas le droit de jouer Non. avec l'intégrité ou de faire des choses qui ne sont pas correctes, hein. Tout à fait, Ouais, absolument. Si il suffit de faire une erreur, que
voilà, la confiance est rompue. Et donc, et pour reconstruire une confiance, ça prend beaucoup de temps, il faut déployer Ah beaucoup oui. d'efforts. Donc, voilà, je pense qu'il faut simplement être correct, avoir cette intégrité et le sens du collectif plutôt que l'individuel. Il y a une image sur la confiance qui consiste à dire que c'est un seau qu'on remplit d'eau avec une petite cuillère. Alors parfois on a une grande cuillère ou une louche dans certains trucs, mais quand on donne un pied dans le seau, un coup de pied dans le seau, tout est perdu et il faut Tout à fait. recommencer la petite cuillère. Donc c'est un processus long et fragile. euh, Absolument. et de la confiance. Est-ce qu'il y a des idées courantes dans le monde RH ou de leadership auxquelles tu n'adhères pas ou auxquelles tu n'adhères plus? Bah, non, moi, si je regarde un peu les choses qui peuvent me frustrer aujourd'hui, ben, c'est quelque part. Bon, il y a deux axes. Le premier, c'est le rapport au risque, la gestion du risque. Et c'est vrai que Oui. dans mon domaine, c'est un peu compliqué. Et prendre des risques calculés, évidemment, hein, mais je pense que faire du business, c'est pouvoir prendre des risques calculés. On ne sait pas tout contrôler, tout maîtriser, on prend des risques sur des talents, parfois ça fonctionne, et on les voit grandir, et d'autres fois ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a une prise de risque que je trouve que finalement, les gens sont plus dans la peur et n'osent plus. Et donc, il faut quand même un minimum être entrepreneur et prendre des risques calculés. J'ai pris un risque en partant aux États-Unis avec la famille. Et quelque part, ça nous fait avancer. Et l'autre, c'est la digitalisation, euh, qui peut être frustrante dans le sens que, bon, il y a les gens qui ont peur de la digitalisation, c'est pas mon cas, mais quand on est en transition et que la digitalisation ne fonctionne pas tout à fait, ça c'est un peu dommage parce que là ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie tant que ça ne fonctionne pas bien. Et là, il faut s'assurer que, par exemple, dans la digitalisation, les personnes âgées ont quand même du mal à ne plus pouvoir avoir des agences partout. Or, comment est-ce qu'on peut accompagner cette digitalisation dans le temps? La même chose avec les collaborateurs. Et donc, quand on veut être digital, mais qu'on ne l'est pas tout à fait, enfin qu'on ne maîtrise pas bien, ben là, voilà, ça peut être frustrant. Et donc, ça, c'est un point de vigilance. Et tout ne peut pas être digital. Et quelque part, en tant que DRH, de te dire, OK, et l'humain là-dedans, ça prend tout son sens. Et comment est-ce qu'on peut être là pour les moments qui sont importants dans la vie professionnelle ou personnelle de nos collaborateurs. Ça, je pense que c'est important. Parfois, on pousse trop loin la digitalisation et on oublie parfois l'expérience humaine pour nos clients et pour nos collaborateurs, en fait. C'est vrai que singulièrement dans le monde bancaire, c'est un monde qui s'est fort transformé. On va en parler plus tard dans ce podcast. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant comme client de se dire, mais enfin, moi, à un moment, j'ai pas envie de tout faire moi-même et j'ai pas envie de ne pas avoir de contact avec quelqu'un d'une agence qui va l'expliquer ou le faire pour moi. Ça doit être compliqué de trouver le juste équilibre entre les besoins des clients puis une marche inexorable vers plus de digital. Et c'est vrai que dans le digital, on a finalement redélégué toute une série de choses à l'utilisateur en disant, mais c'est très simple et c'est bon pour vous, mais quand on les additionne, que ce soit la banque, la mutuelle, enfin tous les services qu'on utilise et tout le digital et tout ce qu'on peut faire soi-même, à la fin, ça représente toute une masse de travail, finalement, qui est repassée vers le client, vers l'utilisateur. Donc, Tout c'est à parfois un fait. point de vigilance, même pour l'utilisateur, de se dire, mais comment je ne me noie pas dans tous ces services qui sont meilleurs pour moi, mais qui représentent une charge de travail, une charge mentale aussi, hein. Oui, et si ça fonctionne, on préfère le digital. Parce que moi, je préfère faire mes transactions de la maison que de devoir aller dans une agence qui n'est pas bon pour l'écologie, qui n'est pas bon dans la gestion du temps. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est là où on a besoin de l'humain. Et là, il faut le rendre disponible et le mettre au centre de la gestion de problèmes que les gens peuvent rencontrer. Et c'est l'équilibre qu'il faut trouver. C'est toute une question Ouais, d'équilibre. c'est vrai qu'il y a toute une série de choses auxquelles on s'habitue. On s'habitue à avoir l'eau courante à la maison, le Wi-Fi, son Internet banking qui fonctionne, son application, que tout fonctionne. Et quand ça fonctionne pas, on est très, très désemparé, effectivement. Et là, on est content d'avoir un contact humain. Oui, 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 tout à fait, d'avoir une personne compétente qui comprend que c'est Tout à un fait. vrai problème pour nous. Euh, c'est quoi la transition, la transformation en cours dans le secteur bancaire et singulièrement chez ING? Mais donc c'est cette transformation culturelle, hein. Donc, on est vraiment en train d'investir dans des nouvelles plateformes modernes qui vont pouvoir intégrer dans une application
tout plein de choses qui sont en fait en coulisses, saucissonnées et qui sont avec des systèmes qui ne sont pas intégrés comme il faut. Et donc, notre plateforme, ce qu'on appelle le backbone, hein, le squelette, date d'il y a des dizaines d'années. Et donc, il est grand temps. Et donc, on a vraiment décidé d'investir sérieusement dans un outil de modernisation de manière agile. Donc, on fait des sprints hein, pour avancer, mais ça prendra encore 3 à 5 ans avant qu'on puisse finir cette transformation. Et donc, c'est ça que je disais, c'est que tant qu'on est en transition et que tout n'est pas sous contrôle, mais c'est là où c'est un peu compliqué. C'est cette phase de changement C'est qui entre remet les deux. choses. Oui. Voilà. Comment tu gères ça? Comment tu accompagnes ce changement d'un point de Ce qu'on vue humain, bien enfin, ce sûr? qu'on fait, c'est d'abord communiquer, communiquer, communiquer. Je pense qu'on a parfois l'impression qu'on se répète après 2 ou 3 fois, mais on dit toujours il faut entre 7 et quoi, 15 fois des répétitions pour que les gens comprennent bien, s'en rappellent. Et donc ça c'est important, ça c'est une première chose, garder les gens au courant du progrès. Et donc l'autre chose, c'est effectivement saucissonner les choses. Hein. Quand on dit oui, dans 5 ans on aura ça, non mais on peut s'attendre à ce que dans le prochain trimestre ou la prochaine année, voici ce qu'on va délivrer et délivrer et de montrer que voilà, on a investi comme on l'a promis et comme on l'a dit. Et ça fait que quelque part, on a toujours dans des changements, on a les détracteurs et on passe beaucoup de temps à essayer de les convaincre et on perd beaucoup d'énergie. C'est pas par là qu'il Hein? faut commencer. On a Oui. toujours ceux qui sont vraiment partants, qui sont boostés par le changement et l'innovation et la créativité. Donc ça, on les a avec nous. Et c'est la masse au milieu, les indécis qu'il faut essayer de mobiliser, d'engager. Et ceux-là, c'est en communiquant, en faisant des promesses et en délivrant sur nos promesses, en saucissonnant, que leur confiance vient et se rajoute à la masse critique pour mobiliser une entreprise. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, avec les années d'expérience et les transformations, parce que chez UCB, c'est une entreprise, c'est l'Union chimique belge, et on est devenu une entreprise pharma, biopharma, donc j'ai vraiment accompagné cette transformation-là. Chez Mobistar, je l'ai dit, j'ai transformé en orange, et ici, ING n'allait pas bien. Il y avait une transformation BBL à ING qui n'avait pas été bien gérée. Le groupe euh, avait dit ben, on va organiser un projet qu'on appelle Unite, mais au lieu d'être unis dans les équipes et unis dans les systèmes informatiques, ça a été vécu comme ceci. Parce que la première chose, par exemple, qu'ils ont fait, c'est d'enlever le rôle de DRH en Belgique pour une entreprise qui, à l'époque, avait 7000 employés. Et c'était la personne des Pays-Bas qui venait occasionnellement en Belgique et qui gérait à distance. Mais pour une taille d'entreprise telle que celle-là, ben voilà, ça n'a pas fonctionné. Le projet Yuna n'a pas fonctionné. Et ils ont eu la clairvoyance de se dire on doit réinvestir dans un comité exécutif belge, local. On a renforcé certaines fonctions. On a recréé mon rôle en Belgique. Et c'est là que, voilà, on a pu à ce moment-là, avec la confiance belge locale, de engager les équipes. Et on a une mesure, et je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, mais on mesure la santé financière des banques avec ce qu'on appelle un return on equity, qui était en dessous de 2%, et maintenant on est à 15%. Et donc on a vraiment dû vraiment changer, je dirais, la dynamique d'équipe, travailler sur effectivement des transformations et des investissements importants, que ce soit dans la technique mais également dans l'humain. Donc j'ai mis en place des programmes de vitalité, de bien-être, de formation. Donc on a investi dans la technologie et dans l'humain. Et c'est ça qui fait finalement les gens se sont réengagés. Et maintenant ING est de nouveau the place to be. Et on attire des talents même en tech, alors que voilà, on est une grosse entreprise et que l'industrie financière n'est pas toujours vue comme très sexy. Eh ben on réussit à offrir une flexibilité hein, de télétravail à 50%, mais également une stabilité d'une institution financière qui se donne les moyens d'investir dans la technologie. Et ça attire même les jeunes, alors qu'a priori, ils voulaient avant être dans les start-up, les grosses entreprises, non. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a un changement dans le marché où ils recherchent autre chose, ils recherchent des entreprises qui investissent dans l'humain et dans la technologie, qui se donnent les moyens et qui offrent une stabilité d'emploi peut-être plus importante, ou en tout cas ils le perçoivent comme tel, que des petites structures dans cette situation géopolitique un peu plus compliquée qu'on vit aujourd'hui.
Ah oui, oui. Alors, c'est singulier. C'est vrai que tu as dit que tu as passé, tu as fait au moins 3 grosses transformations d'entreprise dans ta carrière. Tu as dit communiquer, découper le changement en des choses plus court terme, promettre et délivrer. Oui, C'est ça que tu as dit, hein. tout à Euh, fait. Qu'est-ce qui se passe? Fédérer. Et fédérer autour d'un projet Fédérer. commun, ça c'est très important, mais ça se passe à travers, je dirais, c'est la résultante d'une bonne communication et de preuves tangibles qu'on avance vers la vision qu'on s'était fixée, quoi. Comment tu sais que ça marche? Est-ce que tu mesures quelque chose au niveau de la satisfaction ou de l'engagement? Oui, donc d'abord, il y a évidemment toute une série de KPI, que ce soit financiers, commerciaux, classiques, hein, le what reste important et ça, on donne 60% du poids dans nos KPI, je dirais financiers et commerciaux, mais le how est également important pour 40%. Donc voilà, c'est clair que ça, on a des ambitions et des objectifs, mais il faut également qu'au niveau de la collaboration, le how est également très important dans l'équation, quoi. La collaboration est essentielle, et donc pour ça, au niveau de notre culture d'entreprise, on a ce qu'on appelle un code orange qui définit, je dirais, les comportements et la collaboration, la culture d'entreprise qu'on veut encourager, comme l'entraide, par exemple. On ne veut pas avoir des divas qui travaillent pour eux. On veut des collaborations transversales. Euh, on a organisé, par exemple, le télétravail parce qu'on est allé de zéro à tout à quelque chose de plus balancé. On propose 50% parce que c'est un juste milieu. Et on est allé vers une organisation du télétravail. Donc, on s'est dit, OK, HR et finance, vous venez le même jour au bureau parce que vous collaborez souvent ensemble. Les équipes tech et commerciales, vous devez travailler sur l'amélioration de l'app et donc vous venez le même jour, un autre jour de la semaine. Et donc, on essaie de vraiment organiser un peu le travail hybride pour qu'il y ait des rencontres d'équipes qui doivent collaborer ensemble, s'entraider. Et donc, voilà, ça c'est aussi important pour nous. Donc, on a ce code orange qui nous guide sur comment on va délivrer ensemble. Et donc, ça définit la culture d'entreprise qu'on veut encourager. Et par rapport à cette nécessité d'être présent ensemble pour la collaboration, ça a créé des difficultés, voire des tensions? Bien sûr, au départ, oui, parce qu'évidemment, comme dans toute entreprise, les gens veulent venir le mardi et le jeudi. Et donc, on a réduit la voilure de nos bureaux. Et donc, quelque part, on a voulu aussi se dire, on va tous travailler, on va maximiser l'espace disponible au bureau. Et donc, on s'est dit, chaque équipe peut avoir un jour populaire et un jour impopulaire. Donc, par exemple, RH, c'est les jeudis et les vendredis. Donc, un jour que tout le monde aime et de l'autre jour où c'est un peu plus calme. Mais alors, on s'est dit aussi, vous venez, c'est pour collaborer avec les équipes, soit de votre fonction ou d'autres fonctions. Et donc, on s'est assuré qu'on a regardé au niveau planning pour qu'on puisse encourager les rencontres des équipes qui doivent. Et alors, le troisième jour, une fois tous les 15 jours, hein, pour arriver aux 50%, est laissé au libre choix du collaborateur. Donc, on a fixé 2 jours. Et le troisième, les gens peuvent choisir quand et où ils veulent travailler. Ils peuvent aller à Louvain-la-Neuve, ils peuvent aller à Gand, ils peuvent aller ailleurs, rencontrer des équipes autres et s'organiser librement. Tu crois que ça va encore évoluer, ces nouveaux arrangements de travail hybride? En tout cas, nous, on veut plus changer. On pense qu'on a trouvé un bon milieu parce que quelque part, je constate que des entreprises sont en train de revenir sur le télétravail, veulent plus de présence au bureau. On a eu beaucoup de discussions. On n'a pas une politique globale. Donc, au Luxembourg, ils sont là pratiquement à temps plein au bureau. Je pense que c'est aussi drivé pour des raisons fiscales, hein, parce qu'il y a beaucoup de Belges qui doivent aller au Ah oui, tu peux Luxembourg présent. pour d'autres raisons. Mais ils sont là à temps plein. Il y en a d'autres qui, par exemple en Espagne, vu que la géographie est beaucoup plus étendue qu'en Belgique, ben, les gens viennent parfois une semaine par mois au siège et le reste, ils télétravaillent le reste du mois. Donc c'est vraiment très différent. Mais en Belgique, je pense qu'on a trouvé un juste milieu et comme ça, ceux qui veulent travailler à temps plein à la maison, ben, c'est un juste milieu. Ceux qui veulent toujours venir au bureau, c'est également quelque chose d'équilibré pour laisser de l'espace à tout le monde dans des conditions de travail acceptables. Et donc, quelque part, c'est un win-win entre les deux préférences extrêmes
Et donc voilà, c'est un peu un compromis à la belge. Et Oui. Ouais. on doit être fier de ça Et aussi. est-ce que les tâches, du coup, sont pas les mêmes? Donc, par exemple, toi, quand tu travailles à la maison, est-ce que tu fais le même genre de tâches que quand tu te rends au bureau? Ben, non, j'essaie évidemment d'avoir évidemment tous mes calls internationaux, que je sois au bureau ou que je sois à la maison, ça change rien d'avoir mes conférences avec le siège à Amsterdam. Donc là, je le fais quand je suis en télétravail en priorité. Le travail de focus, évidemment, quand je dois revoir mes présentations, je le fais quand je suis pas au bureau. Et quand je suis ici, j'essaie de maximiser les interactions avec les collaborateurs. Évidemment, il y a toujours des moments où on doit sortir de ce cadre-là parce que voilà, il faut être agile et flexible. Mais on essaie effectivement d'orienter la nature des tâches à couvrir en fonction du lieu et d'être un peu plus intentionnel par rapport à ça. Donc on s'organise aussi en tenant compte de ça. C'est peut-être ce côté intentionnel hein, qui est nouveau, parce que finalement, le télétravail avant le Covid, c'était relativement peu répandu et souvent les gens s'isolaient pour faire du travail de concentration de la maison. Puis il y a eu le Covid où on a remplacé le bureau par la maison et puis on a fait exactement comme des journées au travail. Puis il y a eu l'après-Covid où on a un peu cherché, voilà, et il n'y avait pas cette idée que les équipes devaient venir en même temps. C'était un peu, moi j'ai constaté ça dans d'autres entreprises, chacun venait un peu en fonction de ce qui allait. Effectivement, il y avait personne le mercredi, trop de monde le mardi ou le jeudi, pas de parking, etc. Et puis ici, c'est sans doute voilà, régulé par des tâches davantage de collaboration au travail et de concentration ou de tâches qu'on peut de toute façon faire à distance à la maison. C'est vrai que c'est un peu ridicule d'aller au bureau pour s'enfermer et appeler quelqu'un dans un autre pays. Ça n'a pas de Absolument. sens, quoi. Ouais, quand on peut Absolument. mettre Je pense son agenda. qu'il y a une évolution, ça c'est clair. Donc, Ouais. oui. Alors, pour encore un peu parler de la culture, euh, comment toi, Isabelle, tu gères tout ce qui résulte de la culture et qui crée des paradoxes, qui peut créer des dilemmes, des tensions, enfin cette complexité-là qui est liée à la culture. Parfois, on se dit, ben là, on est vraiment dans une situation de totale contradiction. Comment toi, tu gères ça? Ah ben, il y a des... Ben, c'est ce que j'appellerais le leadership situationnel. Il faut mettre les choses dans un contexte. D'abord, beaucoup d'écoute de l'autre pour essayer de comprendre le point de vue. Parce que moi, je pars du principe que les humains sont de manière générale bien intentionnés et veulent bien faire. Et donc, c'est essayer quand il y a effectivement ces désaccords ou c'est le dialogue, c'est de comprendre le point de vue de l'autre, écouter, hein, avant d'exprimer son opinion d'une manière voilà, directive. Et ça m'arrive de l'être, hein, je veux dire, en fonction de la situation, mais quand il y a une crise, là, je rentre plus dans du directif parce qu'il y a un problème, on doit le résoudre, il y a une urgence. Mais en dehors de ça, j'essaie vraiment d'appliquer le cadre de l'empowerment, hein, où on guide, on donne une certaine ligne et une vision. Ensuite, on essaie de se retirer pour que les équipes puissent décider de comment est-ce qu'on va y arriver, comment est-ce qu'on va délivrer, et d'être interventionniste que quand c'est vraiment nécessaire. Et ça vient par l'écoute. Et évidemment, il y a des désaccords. C'est clair, il y a des moments où on a des points de vue différents, mais j'essaie à ce moment-là, en tout cas dans mon LT, d'écouter les différents points de vue, essayer d'aller chercher ceux qui sont plus introvertis pour qu'on ait leur opinion aussi, parce que c'est souvent les mêmes qui s'expriment plus facilement, qui sont les extravertis, et donc s'assurer que j'ai le point de vue et après arbitrer. Si l'équipe n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est arbitrer. Et quand moi je suis dans des moments de tension, ben, oui, parfois il faut choisir ses batailles. Et je reviens au courage managérial qui est important, c'est de se dire, OK, ça, je ne vais pas lâcher. Et c'est un combat que je vais mener parce qu'il faut recadrer. Bon, voilà, je pense que, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi j'ai vécu quand même des tensions avec nos partenaires sociaux il y a 2 ans. Bien sûr, oui, tout à fait. Et donc voilà, c'est avec, par exemple, avec nos partenaires sociaux, moi j'ai toujours eu des relations constructives professionnelles, même si on est en désaccord sur beaucoup de points de vue, mais on s'entend, on s'écoute, et puis après, voilà, on est d'accord de ne pas être d'accord et on avance professionnellement. Mais là, effectivement, j'ai dû malheureusement me séparer d'un leader syndical pour des raisons voilà, d'intégrité, de déontologie. Et donc, ben, oui, ils ont lancé une attaque pénale contre ING, le CEO et moi-même en tant que Contre toi, DRH oui.
de Oui, par la fonction qu'on occupe et comme on a été les instruments de cette séparation. Je suis contente que finalement, 2 ans après, la justice a classé sans suite cette plainte. Mais bon, voilà, ça peut être effectivement assez tendu, agressif, même si c'est d'apparence extérieure. Parce qu'en interne, moi, j'ai vraiment, avec l'équipe qui est restée en place, j'ai traité cette fraction syndicale avec le professionnalisme et toujours dans le constructif, dans de l'inclusion. Et donc voilà, moi, on va au-delà de ces désaccords. Et je pense que c'est un contrôle émotionnel qui vient aussi avec l'expérience et l'âge. Quand j'étais jeune, j'étais plus rebelle, j'étais plus à dire tout de suite ce que je pensais. Et avec le temps, on apprend à prendre la distance, essayer de comprendre l'autre, et aussi parfois prendre une position et un arbitrage qui est parfois nécessaire, qui demande du courage professionnel et managérial. Je pense que c'est comme ça que je gère un peu ces moments de tension. Est-ce que ça t'a quand même touché ou ça t'a fait souffrir personnellement, le fait de te retrouver attaqué personnellement en Bien justice pénale? sûr, bien Oui, comment? sûr, surtout que moi Oui, je suis quelqu'un, comme j'ai dit, où j'ai des valeurs d'intégrité voilà, donc ça affecte, ça touche personnellement ce que je représente, parce qu'évidemment les attaques c'était qu'on ne respectait pas les lois sociales, du fait que j'avais remercié ce délégué syndical, et on a fait les choses, voilà, on a assumé nos responsabilités, on a payé ce qu'il fallait payer, et donc ça nous affecte évidemment. Mais très vite, évidemment, il y a une police interne dans les banques, hein, parce qu'il y a un risque de fraude. Et on a été investigué en interne, et donc très vite en interne, ils nous ont, entre guillemets, blanchi. Et après, heureusement, la justice belge a également confirmé ça. Mais ça t'affecte parce que les gens, il y a des doutes, les gens te posent des questions, tes équipes se disent qu'est-ce qu'elle a fait. Donc de nouveau là, moi je suis sortie renforcée de cette crise, hein. On dit toujours never put a good crisis to waste. La façon dont et le CEO et moi-même, et ING, on a géré la communication, la crise, les doutes, la disponibilité, la proximité avec les équipes pour répondre aux questions qu'ils avaient, a fait qu'on a été renforcé dans notre leadership, et donc on a pu rassurer. Et donc c'est comme ça qu'on est toujours là et que voilà, on a été inquiétés au départ. J'ai pas bien dormi, je dirais un mois, mais bon voilà, après très vite les choses se sont voilà, donc il confirme le vieil adage, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. absolument. Oui. Alors, on a parlé un peu plus tôt du well-being. Je vois sur les réseaux que tu es très actif chez ING, vous êtes très actif dans le well-being. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus sur le pourquoi et alors ce que vous faites? Oui, tout à fait. Ben, je l'ai dit, hein, we work hard, mais alors il faut aussi pouvoir déconnecter. Et donc, je pense qu'on a une intensité, une pression quand la situation ne va pas bien. Ben, pour redresser la situation, ben voilà, il faut les équipes commerciales portent voilà beaucoup de choses et on est dans une trajectoire de croissance. Et donc la pression commerciale, elle est là. Et je le dis toujours, il faut essayer de suivre le calendrier scolaire. Moi, j'ai un fils maintenant qui a 28 ans, donc il est plus aux études, et je ne suis plus tenue par ce calendrier scolaire, mais je conseille toujours parce il est bien réfléchi. Il y a la Noël, Carnaval, Pâques, les grandes vacances, tout ça. Et donc, si on regarde sur une année, tous les 6 à 8 semaines, il y a un break. Et je me suis rendu compte que si moi je ne prends pas à minima un long week-end, voire une semaine ou deux, tous les 6 à 8 semaines, je commence à être plus fatiguée et donc moins patiente, moins à l'écoute, et c'est important pour moi. Et donc, on commence à se connaître et on se dit, il est temps que je prenne un peu de recul. Et donc maintenant, je dis à mes équipes, ne skippez pas un break scolaire, que ce soit la semaine avant, après, si vous voulez éviter les périodes de rush de voyage. Mais protéger ces temps, parce qu'on doit recharger nos batteries pour tenir on n'est pas dans des sprints, on est dans des marathons, il faut tenir dans la longueur, et c'est important qu'on recharge nos batteries. Et donc, l'autre chose qu'on a faite, c'est qu'effectivement, on avait pour les athlètes d'ING des très beaux programmes de soutien dans le cyclisme, la course à pied, etc. Mais tout le monde n'est pas dans ce trip de performance athlétique à côté de la performance professionnelle. Et donc, on s'est posé la question, mais comment est-ce qu'on peut avoir un programme de vitalité plus holistique et accessible pour tout le monde et plus de personnes?
Et donc, on a vraiment, et en plus, on veut mesurer l'impact. Hein. OK, vous avez une session sur la gestion du stress, and so what? Non. On a un partenaire qui nous accompagnait et qu'on a stretché. Et maintenant, par exemple, pour la gestion du stress, ils me mettent comment est-ce qu'on appelle, un appareil qui mesure pendant une semaine ton niveau de stress et qu'est-ce qui génère des pics dans tes fréquences cardiaques, par exemple. On a également au niveau de nutrition, on patch, comme les diabétiques, pendant 15 jours. La première semaine, on mesure sans te coacher. Et tu vois tous les pics d'insuline. Ensuite, on te coach et on te mesure la deuxième semaine et tu vois vraiment que tu peux contrôler simplement en changeant la fréquence et de certains aliments et le séquencement de quand tu manges certains aliments. Et tu vois vraiment, tu mesures une amélioration de ton niveau d'énergie, de ton niveau de sommeil grâce à ces choses qu'on peut mesurer de manière tangible. Et au-delà de ça, évidemment, il y a d'autres mesures comme on a 2 fois par an, évidemment, des surveys d'engagement où les gens répondent à des questions de comment ils se sentent, comment est-ce qu'ils évaluent la qualité managériale, etc. Donc, on a vraiment mis en place un programme qui est accessible à plus de personnes, qui couvre différentes dimensions de bien-être, que ce soit mental, spirituel, physique, etc. Donc, vraiment, on regarde, et donc, même si on n'est pas le grand coureur ou cycliste, on peut aussi faire d'autres choses pour notre bien-être. On a vraiment investi énormément parce qu'on a besoin, quelque part, comme tout champion, la performance, elle est là, surtout si on a des moments de repos et de prendre soin de soi. Et donc, les deux sont essentiels pour nous. Ah, chouette. J'aime beaucoup l'idée qu'on ne glorifie pas que les gens qui sont dans de la performance extrême. Dans toutes les sociétés de certaines tailles, il y a des gens qui font des triathlons, des Ironman. On aime bien les mettre en En valeur, mais avant, quelque part, c'est pas non plus le lot de monsieur et madame tout le monde. Et donc, j'aime bien que exactement. l'approche concerne monsieur et madame tout le monde. Rassure-moi, c'est volontaire, le moniteur de Tout glucose et à de stress. fait. Voilà. Absolument, absolument. Tout Pas le tout monde l'ensemble des choisit. employés d'ING pour connaître leur Non, niveau non. de stress et de glucose, non. Non, 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 non. Et sur les 5000 collaborateurs, on est à 2000, presque 2500 personnes qui ont participé. Et Ah oui. certains font différentes trajectoires. Euh, mais donc, c'est sur base volontaire. Et il y en a d'autres qui n'ont pas besoin ou qui ne le souhaitent pas. Et donc, évidemment, il n'y a aucune obligation. Mais c'est énorme quand même, 2500 Tout à personnes. fait. Donc, Est-ce que effectivement, de quelques centaines de personnes qui étaient très athlétiques, ben maintenant, on a touché la moitié de nos collaborateurs avec un programme qui a été revu et qui apporte, voilà, ses fruits, qui porte ses fruits. Oui, oui. Est-ce que tu as le sentiment avec tout ça que la santé va davantage pénétrer le monde de l'entreprise et le monde des RH? On n'a pas le choix. Il y a une accélération, j'ai envie de dire, inhumaine du monde, des sollicitations digitales, enfin, d'une accélération des rythmes ou des cycles de business, que si on ne prend pas soin de soi, ben, on le voit bien, les statistiques sont là, les burn-out, on doit avoir une vigilance et la santé physique et mentale, émotionnelle est très importante pour tenir dans le temps. Donc oui, je pense que on n'a pas le choix. Pour moi, c'est pas un nice to have, c'est un must have. Et oui, on doit investir dans l'humain, absolument, et Oui, dans le oui, bien-être. oui, tout à fait, super. On va un peu passer à ton leadership, à toi, en tant que leader de ton équipe RH. Tu as une grande équipe RH, j'imagine. J'ai une petite centaine de personnes, oui, 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 oui. Donc c'est quand même pour une gérer presque. 6500 personnes. Voilà, je connais des RH managers qui sont responsables RH d'entreprises plus petites que la taille de ton département. Donc c'est une gestion Ouais. spécifique, là, les gens qui ont des très grandes équipes RH. Tu es quel genre de leader? Euh, ben, écoute, je pense que j'essaie de mettre en pratique ce qui m'a inspiré, ceux qui m'ont inspiré. Et donc, je reviens à ce courage managérial. Oui, C'est quelque chose que quand je prends du recul et j'écoute le feedback que j'ai reçu, il y a deux choses qui ressortent. La première, c'est qu'à plusieurs reprises et dans différentes entreprises, on m'a demandé si je ne voudrais pas aller dans un rôle business plutôt que de rester en ressources humaines. Et ça, je trouve ça intéressant. Je me suis dit, tiens, pourquoi?
Donc c'est cette proximité avec le business, le pragmatisme. Donc ça, je pense que j'essaie d'être pragmatique en tant que leader, réaliste et proche du business, comprendre. Et donc avoir une valeur ajoutée au-delà de ma fonction et de mon expertise ressources humaines au service d'une équipe exécutive. Donc ça, c'est une première chose, la proximité business. Et la deuxième, c'est ce courage d'aller vers cette transformation. C'est pas facile, ça demande beaucoup d'énergie, d'efforts, d'influence, de négociation avec différents stakeholders, que ce soit le groupe, les syndicats, les employés, les managers, et donc le courage managérial. Et au niveau de mon style, je l'ai dit, j'aime bien donner un cap, mais ensuite essayer de m'assurer que les équipes vont se sentir à l'aise de prendre des décisions sur comment exécuter et intervenir quand ils en ont besoin. Et ne pas être, je n'aime pas être un micromanager. C'est pour ça que je prends toujours des équipes les plus fortes possibles, parce que non seulement ça rend ma vie plus facile, mais également ça leur permet à eux de s'exprimer, d'avoir effectivement leur impact. Et donc c'était une évolution, parce qu'évidemment, moi j'étais une experte et j'ai dû évoluer vers un rôle managérial, et puis maintenant c'est un rôle de leadership, puisque je gère des managers. Donc c'est une évolution dans l'approche, et il faut lâcher prise. Et ça, c'est un travail, voilà. Mais comme un aigle, on prend de la hauteur, mais de temps en temps, il faut pouvoir aussi être disponible et rentrer dans les détails quand c'est nécessaire. Mais je suis vigilante pour être équilibrée dans l'approche. Et alors avoir effectivement du feedback, pour moi, encore un autre élément. Je vois le feedback comme un cadeau. Je suis demanderesse et je donne du feedback régulièrement pour éviter qu'en fin d'année ce soit une surprise. Et donc j'essaie de balancer la reconnaissance, la célébration des succès des équipes, les mettre en valeur, mais également être assez exigeante sur ce qui doit être délivré, pour quand, et avoir du feedback de développement tout au long de l'année, sans attendre. En fin d'année, ça doit être un résumé de tout ce qu'on a discuté pendant l'année, et aucune surprise ne devrait être mise sur la table. Pourquoi c'est si difficile, cette culture de feedback dans les entreprises? Tout le monde en parle, mais on dit que c'est si difficile. Je pense que, de nouveau, ça demande du courage. Tout le monde ne l'a pas. Et je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'on est toujours on veut bien faire, et donc c'est difficile. On veut avoir des bons points, un bon bulletin. Et donc, les jeunes, quand je regarde à mon fils aussi, les jeunes, ils veulent être les premiers de classe. Ils veulent tout de suite. Et ils n'ont pas été préparés à des difficultés. Et donc, quand ils en rencontrent, ils ont du mal à gérer un feedback de développement ou un feedback qui n'est pas positif, parce qu'ils sont habitués à avoir tout de suite un renforcement positif, et donc ils n'ont pas eu aussi mal que nos grands-parents à l'époque. Le hardship a évolué dans le temps, nos vies sont plus faciles. Et donc, quand il y a des obstacles, ils ont du mal à accepter, ils ont du mal à demander du feedback. Et alors, c'est compliqué émotionnellement quand on est dans une relation émotionnelle avec nos équipes. C'est pas facile et agréable de dire, bon, là, on n'a pas été à la hauteur, et avoir ces discussions. Donc, tout est dans l'art de comment donner ce feedback, et de ne pas, évidemment, l'objectif, c'est d'apprendre de ce qui n'a pas été comme voulu, plutôt que de détruire la confiance en soi. Et donc moi, quand je vois, comme je l'ai dit, il y a eu des leaders qui ont cru en moi avant que je croie avant moi, qui m'ont donné confiance, j'essaie aussi de dire, OK, voilà, on va mettre ça en place, voilà, on va passer plus de temps, je veux t'aider. Et donc, je le fais avec bienveillance. Et je pense que ça, c'est important, c'est comment on donne le feedback. Donc, le but n'est vraiment pas de casser les gens et casser leur confiance en soi, mais plutôt aller vers construire une amélioration dans l'apprentissage. Je me suis laissé aller à la réflexion suivante sur le feedback. Est-ce que les managers sont bien équipés, non pas en termes de technique de feedback, parce qu'on dans les cours de leadership, on explique comment donner le feedback, mais sur le vocabulaire, sur pouvoir mettre le mot juste sur ce qu'on observe. Et donc, je me demande s'il n'y a pas parfois une question
un vocabulaire trop pauvre chez les managers pour pouvoir bien nommer les choses. Oui. Euh, Oui, trop pauvre ou trop dur parfois aussi, hein, parce on a des différents styles managériaux, hein, et donc il y en a qui sont soit introvertis, timides, n'osent pas, on ne trouve pas les bons mots pour le dire, et d'autres qui sont au contraire très directs, trop durs, qui ont un langage qui n'aide pas à construire la confiance en soi. Donc voilà, tout est dans l'équilibre. C'est la oui. balance de tout qui fait que... Mais tu as raison, c'est aussi le vocabulaire, ça joue énormément. Comment, en tant que leader, tu parles de tes erreurs? Est-ce que tu parles facilement de tes erreurs? Ah, oui, on peut pas les cacher, hein. À un moment donné, bien sûr. Et ce que je trouve bien, en tout cas avec mon équipe proche, c'est que comme je suis assez transparente et directe dans le feedback, et que je demande aussi qu'est-ce que, est-ce- qu'est-ce que je peux faire différemment ou comment est-ce que je peux t'aider, je crois que j'essaye de construire un environnement, le psychological safety, hein, Oui, voilà, un environnement de travail qui permet aux gens de s'exprimer dans les choses qui vont bien et les choses qui ne comprennent pas ou enfin, ouais. Et ça c'est déjà arrivé de me dire, oui, j'ai été surprise ou choquée par ce que tu as dit dans cette réunion. Et je me suis excusée. Je dis, écoutez, voilà, c'était pas du tout mon intention. Euh, j'ai eu un feedback 360 et j'ai donné à mes équipes, j'ai dit ça je prends, ça je ne vais pas changer. Et c'est pour cette raison-là que je l'ai fait de manière intentionnelle, pour telle et telle raison. Mais ça, vraiment merci pour votre feedback et je prends et je vais mettre en place ceci et ça pour essayer d'éviter que... Et donc, j'ai des maladresses bien entendu et il faut surtout prendre le temps de nouveau d'expliquer les intentions et de corriger le tir. Mais en tout cas, je crois qu'on a une franchise entre nous. Évidemment, pour certains, ça fait 4 ans ou plus, parce qu'il y a des équipes d'Orange qui m'ont rejoint aussi chez ING, qui ont demandé de me suivre. Et donc, on se connaît suffisamment avec nos qualités, nos défauts. Et donc, ça devient des jokes, hein, ça devient entre nous, on se tétille un peu et on se rappelle à l'ordre quand on dérape. Mais ah donc, oui, chouette. évidemment, il Est-ce qu'il y a faut... une erreur qui a été fondatrice pour toi dans ton développement? Oui, moi je me rappelle chez UCB, on m'avait envoyé pour gérer les usines de production et j'étais la seule jeune femme dans un leadership masculin et plus senior. Et je me rappelle, à un moment donné, le responsable du manufacturing a commencé à me challenger et je l'ai pris de front. C'est un Italien assez fier, macho, alpha male, soyons honnêtes. Et je lui ai tenu tête en public. Et là, j'ai appris que avec ce personnage, maintenant, j'essaie de voir un peu la personnalité que j'ai devant moi. Après, il s'excusait. Et moi, je me suis excusée aussi, que c'était pas le bon endroit d'avoir cette discussion où j'étais pas d'accord avec son point de vue. Et lui, il essayait de m'écraser, de montrer que c'était lui le boss. Et là, ça a été une erreur politique. Heureusement, lui, il était bienveillant et on a encore des contacts encore aujourd'hui, des années après UCB, hein, donc on est devenus, je dirais, les meilleurs amis parce que quand on tient tête à ce genre de personnage, notre crédibilité, voilà, ils se disent, bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent faire ça et donc quelque part j'ai marqué des points, mais ça n'a pas été très... Donc ça m'a formé à dire, ok, j'aurais mieux fait de lui donner un feedback après ou avant la réunion en préparant ce point de vue plutôt que de le surprendre et avoir un clash public qui n'a pas aidé le débat. Ça nous a pas grandi en tant qu'équipe. Mais après, bon, voilà, c'était bon d'avoir cette discussion franche. Mais j'étais jeune et pas très expérimentée et pas, politiquement inhabile. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Chouette, merci de partager ça, c'est chouette. Euh, Être une femme dans ton leadership, est-ce que ça a changé quelque chose? Mais, moi, je n'ai jamais senti que j'étais pénalisée par être une femme.
Je crois qu'au contraire, j'ai été soutenue par certains sponsors, comme je l'ai dit, et des hommes. Mais également, et je l'ai évoqué, c'est bien choisir son partenaire de vie. Parce que au plus on va vers des responsabilités, au plus on est obligé d'avoir un soutien à domicile. On a des familles, on doit avoir effectivement quelque chose qui est équilibré. Et j'ai envie de dire qu'on a été des partenaires de vie à charge de revanche, dans le sens qu'il y a des moments où lui quittait du lundi au jeudi, euh, il était dans un avion à l'étranger, il a une carrière internationale, Oui, et moi j'étais à la maison et je ne voyageais pas, et d'autres moments où on m'a envoyé aux États-Unis, il m'a suivi. Et donc je pense que c'est important, mais sinon je n'ai pas ressenti la seule chose que j'ai eu un coach qui m'a dit, n'essaye pas d'avoir cette approche masculine, garde ta féminité, oui. garde ton style propre, et donc n'essaie pas d'être un miroir masculin, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui développent ce style un peu masculin pour gravir les échelons. Et moi, elle m'a dit, c'est pas nécessaire, ne fais pas ça, sois toi et confiance en toi. Et donc voilà, c'est le point de vigilance, mais pour le reste, je n'ai pas été, j'ai pas ressenti. Il y a toujours des gens qui font des blagues, etc. Ça existe, mais il faut passer outre ça. Je veux dire, ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, la tendance que peuvent avoir certaines femmes à se prendre des traits plus masculins. On perd en diversité à ce moment-là, parce Oui, que bien finalement, les sûr, uns comme les autres, bien il n'y a pas sûr. d'apport de la diversité. Bien sûr. Ouais. Moi, ce que je pousse, au-delà du genre, c'est d'avoir des personnalités différentes dans les prises de décision, dans les Oui, équipes qui sont complémentaires. Et ça, pour moi, c'est important. Et ça passe aussi par la diversité de genre qui soit représentée, mais pas que. Et donc, on a des cultures différentes, des styles managériaux différents. Et donc, il faut de la place pour tout et pas qu'avoir des styles extravertis, durs. Il faut aussi des gens qui ont de l'empathie, qui ont l'écoute autour d'une table. Et je pense que c'est ça. Moi, je veille à la diversité au-delà du genre. Et on doit être vigilant de créer un environnement qui permette à chacun de s'exprimer avec son style différent. ouais. J'aime bien cette approche. La diversité, c'est pas qu'une question de genre ou de nationalité, c'est aussi une question de style et Bien sûr, d'enrichir finalement par des regards différents une tout à prise de fait. décision collective. Oui. C'est chouette, très chouette. Au niveau des talents de l'entreprise, comment tu les accompagnes? Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Qu'est-ce que tu observes comme tendance? Ben, au niveau des jeunes, je constate que les jeunes, il y a deux catégories. Il y a les jeunes qui ne veulent plus, qui veulent un équilibre vie privée, vie professionnelle, qui veulent plus suivre le modèle parental qui était carriériste et hop, 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 c'est plus possible, et avoir effectivement des carrières plutôt avec des plateaux et pas que vers le haut. Et je pense que ça, c'est des styles de carrière qui sont là et il y a de la place pour ça. Et puis, il y a des jeunes qui en veulent et qui ont, voilà, qui sont entrepreneurs et qui ont envie de progresser. Et donc, il faut qu'on puisse effectivement faire de la place à cette diversité de talents également. Et pour moi, c'est important qu'on ait un équilibre entre ces deux groupes. Il ne peut pas y avoir que de la place pour une catégorie et pas pour l'autre. Moi, je les détecte comment? En observant, en écoutant beaucoup, en dialoguant avec toute génération et tout style de talent, et avec des recommandations aussi. Hein, pour moi, c'est important d'avoir effectivement, voilà. Les conseils que je leur donne, c'est que par rapport aux jeunes, on croit que quand on a une tête bien faite et bien pleine, et qu'on sort de l'UNIF, qu'on a fini d'étudier. Je pense que c'est un leurre, il faut être curieux, rester l'esprit ouvert, il faut apprendre toute sa vie. Moi, j'apprends encore tous les jours. Il faut s'adapter, regarder les nouvelles technologies, il faut suivre l'évolution de ce qui se passe autour de nous. Et donc, apprenez toute votre vie, soyez curieux et ouverts. Donc, voilà le conseil que moi, je peux donner. Et on s'assure de son employabilité dans le temps. Et donc voilà, moi c'est le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est on continue à étudier. On ne va plus étudier dans les syllabus, mais il faut apprendre toujours d'autres, apprendre toujours
de projets, de nouvelles expériences, de changer de secteur, de partir à l'étranger comme je l'ai fait. C'est comme ça qu'on évolue, qu'on reste relevant. Tiens, tu as dit que tu continuais à apprendre. Comment tu prends soin de ton propre développement, Isabelle? Ah mais écoute, moi, je reste curieux, je sors euh, dans des congrès ou des réunions RH. Je vais à l'étranger, je suis à Amsterdam tous les mois, j'apprends du groupe, j'apprends d'autres, de mes collègues au niveau de l'exco, de mon management, j'apprends de mes équipes, j'apprends de mon fils, j'apprends de plein de gens, de plein de choses, et de réfléchir à de nouveaux projets, comme le projet Vitalité. Comment est-ce qu'on peut Hmm. prendre un autre angle? Comment est-ce qu'on peut, voilà, quel est le but à atteindre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Et de réfléchir ensemble, en collectivité, à des nouvelles choses. Donc voilà, et maintenant, ça va être les AI, hein. Comment est-ce qu'on peut, nous, accompagner l'entreprise, mais comment est-ce que nous, on peut également aller au-delà de ce qu'on fait déjà avec Copilot de manière très restreinte, qui est d'améliorer des offres d'emploi, des CV, etc. C'est comment est-ce qu'on peut aller vers le prédictif, se remettre en question, voir un peu comment est-ce qu'on peut pousser les lignes dans notre adoption ou notre résistance au changement. Donc pour moi, voilà, je suis curieuse de nature et quand il y a des nouvelles choses, j'apprends en m'intéressant aux choses et en testant. Est-ce que tu suis des formations aussi? Bien sûr, je suis également des formations, euh, que ce soit en coaching, que ce soit, je participe au programme de vitalité sur la gestion de stress. On peut toujours apprendre quelque chose. Donc voilà. Donc oui, Bien. je prends aussi le temps de suivre des formations. Est-ce qu'il y a des tendances et des changements que tu vois venir qui te passionnent ou qui vont t'inquiéter? Ben, je l'ai mentionné, tout ce qui est AI, Oui, la partie prédictive, moi ça me passionne. Ça me fait pas oui. peur. Euh, je crois que ça peut nous aider à être plus efficaces et si on peut gagner en qualité de vie, pourquoi pas? Il faut être smart dans la façon dont on va utiliser la nouvelle technologie, mais ça c'est quelque chose. Et alors l'autre chose aussi, une autre tendance, c'est ce qu'on appelle le silver economy, les silver grey economy, hein, ce sont les gens, les seniors. Comment est-ce qu'on peut, à partir du moment où il y a un changement démographique et qu'on n'aura plus assez de jeunes, avec effectivement la population vieillissante, comment est-ce qu'on peut donner du sens et faire de la place aux seniors? Parce qu'il y a des préjugés qui sont trop chers, qui sont digitalement déconnectés, qu'ils sont obsolètes. C'est pas le cas. Il y a plein de gens qui veulent encore rester relevants, qui veulent avoir un contact social à travers une activité professionnelle moindre, moins de responsabilités, mais plutôt de mentorat, de coaching, de nouvelles générations. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme rôle? Ils seront peut-être flexibles parce qu'ils ont déjà leur famille à quitter le nid. Ils ont un ou plusieurs toits, ils n'ont plus besoin autant d'argent. Et parfois, ils sont flexibles et travailler 2 ou 3 jours par semaine. Et comment est-ce qu'on peut accompagner les fins de carrière autrement pour que ce soit pas up or out et donc qu'on puisse faire une place à cette expertise à côté de jeunes. Et donc pour moi, la longévité de carrière est un sujet également qui me passionne et sur lequel je veux qu'on trouve des ouvertures et qu'on arrête ces biais et qu'on ouvre l'esprit des managers, des managers qui recrutent, des collaborateurs qui soient ouverts à ce modèle-là et que les collaborateurs soient flexibles en fin de carrière pour revoir leurs ambitions de statut, euh, pour pouvoir rester dans une entreprise dans un rôle très différent. Vous faites déjà des choses concrètes pour On est en train de, ta de carrière? développer effectivement un programme dans ce sens, parce qu'il faut accompagner non seulement le management et les collaborateurs qui ont parfois du mal à accepter un changement en fin de carrière oui, dans les responsabilités qu'ils occupent. D'où l'importance d'aussi travailler sur les programmes de vitalité et de santé pour rester en forme longtemps. Bien Hein. sûr, bien Hein. sûr. C'est très cohérent, très C'est très chouette. QFD. Oui, CQFD, exactement. C'est presque la conclusion, ça, CQFD. Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de transmettre à nos auditeurs du podcast? Moi, j'ai envie de dire, il y a une chose, hein, je me rappelle à l'époque, j'avais une gestion de projet à l'UNIF et c'était un projet qui s'appelait Carpe Diem. Mm. Et ça reste avec moi, c'est saisir le jour, saisir les opportunités. Moi, j'ai pas fait un plan de carrière.
Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Et comme je l'ai dit, de finance commerciale à RH, quand on m'a proposé les États-Unis, j'ai réussi à convaincre ma famille de me suivre. On a été déracinés. C'est vraiment quand il y a des choses qui se passent ou des rencontres, comme celle de Roch d'Oliveux ou mon CEO actuel. J'ai pas dit ça, mais j'avais recruté, j'ai travaillé chez BCG. Oui. Et j'avais recruté un young graduate qui s'appelait Peter Adams. Et le jour où il est devenu CEO d'ING, c'est lui qui m'a recruté à son tour. Comme quoi le hasard. Et donc, il y a des choses qui se présentent. Il faut sauter sur le train sans avoir effectivement une trajectoire prédéfinie et saisir le jour et ce qui se présente. Et voilà, pour moi, c'est carpe diem. Oui. Profitons de ce qui se présente et prenons les risques calculés. Et il y a des belles choses qui se présentent sur notre chemin. Les coachs parlent d'une logique de cible, c'est-à-dire se donner une direction, et puis une logique d'émergence, c'est-à-dire laisser de la place à ce Tout à l'imprévu fait. et ce qui s'invite dans ce parcours. Ouais, Exactement. trop chouette. Accueillir l'émergence de choses qui se présentent. Tout à Ouais. fait. Ah, tu as encore, avec ta curiosité, ta vitalité, tu as encore de nombreuses années de carrière devant toi. Si tu devais te retourner et donner un conseil à la Isabelle là, en tout début de carrière, quel serait le conseil que tu aurais aimé recevoir? L'importance de l'humain et des relations humaines. Parce que comme je l'ai dit, j'ai eu des maladresses politiques, je dirais, dans ma carrière et j'ai appris à la dure. Parce qu'on est tellement fixé sur la performance, les résultats délivrés sur le what, mais le how est tellement important. C'est pour ça qu'on donne 40% de poids dans la définition de bonus, est sur le comment. Et quelque part, il y a un autre adage qui dit si on veut aller vite, il faut y aller seul, mais si on veut aller loin, il faut aller ensemble. Et pour moi, ces interactions sociales sont importantes et l'humain prend toute sa place. Et quand je le vois, derrière nos écrans, les gens osent des choses qu'on ne ferait pas en parlant d'humain à humain. Et donc, cette importance de collaboration, de contact, d'émotion est importante. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ça également pour avancer collectivement, pour aller plus loin. Et ça, on ne nous l'apprend pas sur les bancs de l'école. On l'apprend dans le monde professionnel quand on est confronté à des choses où on ne comprend pas ce qui nous arrive, enfin ce qui arrive autour de nous. Et là, si on aurait pu m'aider à mieux comprendre l'importance de l'humain voilà. Et les jeunes, parfois il y a un handicap social et on doit être vigilant par rapport à ça et bien les coacher, les mentorer, les sponsoriser parce qu'ils en auront besoin tout autant que moi j'en ai eu besoin dans ma carrière. La boucle est bouclée alors. Merci Voilà. Isabelle. De rien, avec plaisir. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.